Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit test, savoir si ça fonctionne. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent me répondre, et si l'image passe bien. Je crois que ça a l'air bien. Parfait. Eh bien, on va commencer. Parfait. Merci pour tous vos messages. Écoutez, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire. Je crois que ça fait au moins 6 mois. Et voilà, donc on va reprendre notre petit rythme habituel. Et je suis content, vous étiez plus de 1500 inscrits. Je suis vraiment très, très heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va aborder la façon de traiter un ulcère cornéen qui ne guérit pas. On a déjà traité les ulcères, mais je vais l'aborder sous un angle différent, vous allez voir. Et on va vraiment s'attacher aux ulcères qui posent problème au quotidien. D'abord, merci au laboratoire TVM, qui est notre sponsor aujourd'hui, voilà, sponsor fidèle de nos webconférences. Alors, vous connaissez bien les ulcères qui cicatrisent. Vous les voyez régulièrement. Je pense que vous en avez, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas au moins un par semaine. Avec ces ulcères, donc, vous remarquez en faisant un test fluorescéine, comme ici, chez Socha. Et donc, vous savez qu'il faut bien rincer et vous allez voir l'ulcère qui va être marqué par la fluorescéine, comme ici. On voit très bien cette forme ovale. Et cette fixation, elle est due au fait que la fluorescéine est hydrophile, donc elle se fixe sur le stroma. Vous voyez ici, là vous avez une coupe de la cornée avec l'épithélium qui est hydrophobe, le stroma qui est hydrophile, qui fixe donc la fluorescéine, et l'endothélium. Et ici, donc vous voyez que la fluorescéine est fixée par le stroma, et c'est ce qui révèle l'ulcère, comme vous avez ici. Donc ça, c'est un ulcère classique. Et les ulcères qui cicatrisent bien, que vous avez donc heureusement dans la majorité des cas, heureusement, hein, on va aborder, un ulcère normal cicatrise en 5 jours, en moyenne. Voilà, 5 jours pour que ça cicatrise, comme cet ulcère-là que vous avez, qui est simple, vous voyez, il n'y a pas de bord décollé, il prend la fluorescéine, et 5 jours après un traitement classique, antibiotique, cicatrisant, éventuellement anticollagénase, vous voyez une très bonne cicatrisation. Vous voyez que le test fluo qu'on vient de faire, là, 5 jours après, est négatif. Donc l'ulcère est cicatrisé et vous avez donc terminé votre traitement. Donc moi, ce que je vois beaucoup passer dans ces traitements, c'est le télémyxine NAC. Bon, très bonne association. Hein. Des fois, vous ajoutez du Viscal ou en tout cas des larmes, parfois de l'atropine, des fois du 12, parfois du Cléraplik, on va en parler aussi. Donc voilà, c'est les ordonnances que je vois passer. Ce sont de très bons traitements. Avec ça, vous ne prenez pas de risque. Et sur la majorité des ulcères, donc vous allez avoir une cicatrisation rapide. Maintenant, se posent les problèmes des ulcères qui ne cicatrisent pas. Alors, si on revient sur la cicatrisation en 5 jours, c'est dû à, lorsque vous mettez vos gouttes, à une migration des cellules épithéliales, comme vous le voyez ici, qui font que, un petit peu comme au niveau de la peau, hein, que vous allez avoir une cicatrisation de cet ulcère. Le traitement classique, donc, que vous mettez déjà, hein, c'est l'antibiotique, un antibiotique de couverture, donc type tétémyxine, mais il n'y a pas que la tétémyxine, il y a aussi l'Oftalon qui contient du chloramphénicol. La téméxine, c'est une association néomycine-polymyxine B, donc un spectre très large. Chloramphénicol dans l'Oftalon, qui contient aussi de la vitamine A. Ça, c'est pour les produits vétérinaires. On a d'autres produits comme des tétracyclines, donc optocycline par exemple. Et des produits en humaine comme le Tobrex, c'est de la tobramycine, qui peut être utile sur des grammes moins très agressifs ou sur des pseudomonas par exemple. Et des produits comme la chibroxine, qui est une quinolone, sur lesquels il n'y a pas de restriction des quinolones en local. Hein, donc, vous pouvez l'utiliser, chibroxine collyre en humaine. Voilà le premier collyre qu'on instille par le propriétaire dans vos prescriptions. Ensuite, il faut penser, ça on oublie parfois, au cycloplégique. Donc, c'est l'atropine en collyre, qui existe sous forme 0,3, 0,5, 1%, qui peut faire saliver les animaux, surtout les chats, donc il faut bien prévenir, que vous allez instiller à raison de 2 fois par jour pendant 6 jours. L'antibiotique, on part sur 3-4 fois par jour pendant une dizaine de jours. Et on attend toujours 2 minutes minimum, entre 2 et 5 minutes entre chaque collyre. Ça, on me pose souvent la question. Donc 2 à 5 minutes entre chaque collyre.
Et l'atropine est souvent oubliée. Or, c'est un des meilleurs antalgiques de l'œil. C'est un cycloplégique, donc ça va relâcher le spasme du corps ciliaire et ça va diminuer la douleur. Et en plus, ça va dilater la pupille. Vous savez que ça crée une mydriase qui peut être intéressante si jamais on a un risque de perforation et aussi pour diminuer les synéchies, c'est-à-dire les adhérences entre l'iris et le cristallin. Donc, pensez à l'atropine, on a tendance à l'oublier parfois. Et enfin, troisième produit, un protecteur cornéen, un cicatrisant ou bien un lubrifiant ou un anticollagénase. Donc, des fois, on mélange un petit peu les trois. Il faut savoir à quoi sert chacun. Moi, je reste sur trois produits dans mes ordonnances. J'essaye de ne pas dépasser. Des fois, je vois des ordonnances à rallonge avec 5, 6 produits. Selon moi, c'est plutôt déconseillé parce que vous risquez vraiment de décourager les propriétaires. Donc, de même que dire plus de 20 minutes d'espacement entre les collyres, je pense que c'est pas vraiment compatible avec une vie normale des propriétaires, la vie de tous les jours. Donc, moi, j'essaye de faire simple, le plus simple possible, d'essayer d'être focalisé sur les produits qui marchent le mieux et me passer de certains produits qu'on est des fois tenté de rajouter pour favoriser une cicatrisation, mais mieux vaut en mettre moins et que ça soit bien fait par le propriétaire. Donc, c'est vraiment des problèmes d'observance plutôt que beaucoup et très espacé. Et des fois, j'ai même vu des ordonnances où on prescrit la nuit. Voilà, bon, moi je pense que vous risquez de perdre le propriétaire si vous en mettez trop. Donc, choisissez les bons produits, pas plus que 3, et vous aurez une meilleure observance. Donc, troisième type de produit, anticollagénase comme le NAC ou le DTA, c'est de la N-acétylcystéine. On l'utilise des fois un peu trop en pensant que c'est un cicatrisant, alors qu'en fait, c'est un anticollagénase. Hein, donc, c'est pour éviter une dégradation des ulcères avec les enzymes collagénases que je vais vous montrer tout à l'heure. Si on veut un cicatrisant, on va plutôt prendre un produit avec des vitamines comme la vitamine B12 qui est dans le 12 ou la vitamine A qui est prescrite en pharmacie, vitamine A en collyre ou en pommade, qui sont de très bons cicatrisants. Et si vous voulez juste un protecteur, ou alors si vous avez une insuffisance lacrymale associée à l'ulcère, vous pouvez prescrire une larme artificielle, un lubrifiant comme l'acide hyaluronique qui est dans le Viscial ou l'Ocrigel qui est un carbomère, par exemple. Voilà, donc vous voyez, là, on le prescrit 3-4 fois par jour. Donc là, vous avez un traitement d'ulcère cornéen classique, on va dire, et que vous utilisez déjà, peut-être avec parfois l'atropine qui est un peu sous-utilisée, selon moi, dans les ulcères. Alors, je vois que vous avez pas mal de questions. Je vais essayer d'y répondre. En cours, c'est toujours plus sympa qu'il y ait un peu de discussion. La vitamine A a-t-elle un effet cicatrisant ou juste lubrifiant? Alors, c'est un très bon cicatrisant, hein, on l'utilise beaucoup, même chez l'homme, donc excellent cicatrisant, et ça a aussi un rôle lubrifiant, parce que la vitamine A, on l'utilise beaucoup en pommade, et c'est très rémanent, c'est très gras, si vous le testez, vous verrez, très gras, et du coup, ça a un effet protecteur et donc lubrifiant très intéressant aussi. Donc, très bon produit comme cicatrisant. Importance du choix du pourcentage pour l'atropine. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à partir sur du 1%, mais chez le chat, je pense que vous pouvez partir sur 0,3% parce qu'il le supporte moins bien. Il y a beaucoup de salivation, comme je disais, voire même des fois des vomissements. Donc, n'hésitez pas à prendre du 0,3%. Cette salivation est secondaire au fait que c'est très amer et c'est prescrit en pharmacie. As-tu du recul sur l'utilisation de l'atropine comme cycloplégique chez le lapin? Oui, on l'utilise, l'atropine, chez le lapin comme chez le chien ou le chat. Peut-on mélanger le NAC et la thémixine dans un seul flacon? Oui, ça je vois beaucoup d'ordonnances où c'est mélangé, il n'y a aucun problème. Ça se mélange très bien et ça permet justement d'avoir un produit en moins à instiller. Donc moi, je trouve que ça, c'est très bien toujours pour l'observance. Quel est l'intérêt de poursuivre un antibiotique local 10 jours si l'ulcère est guéri plus rapidement? Bon, bah, c'est toujours parce que sur une antibiothérapie, vous savez qu'on part sur une certaine période et c'est vrai que on a tendance à, alors, bon, ça peut être 8 jours, mais en tout cas, on va un peu au-delà de la cicatrisation qui est en moyenne de 5 jours. Midriaticum plutôt que l'atropine chez le chat. Alors, midriaticum, bon, c'est un autre, donc midriatique, on n'aura pas l'effet cycloplégique. Donc, je vous déconseille. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a moins d'effets secondaires, vous n'aurez pas la salivation avec le midriaticum, mais on aura la midriase, donc ça, c'est bien. Donc, c'est ce qu'on recherche aussi. Mais vous n'aurez pas
l'effet antidouleur, l'effet antalgique, l'effet cycloplégique que l'on a avec l'atropine. Ben voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. Parfait. Ben écoutez, on va pouvoir continuer. Alors, le cas particulier. Là, je vous ai parlé du cas classique chez le chien. Et chez le chat, on a le cas particulier de ces ulcères herpétiques. C'est la cause numéro 1 d'ulcère chez le chat. C'est très simple. Quand vous avez un ulcère chez le chat, d'origine infectieuse, hein, parce qu'il peut y avoir des ulcères traumatiques, etc., quand c'est viral ou en tout cas infectieux, vous êtes sûr que c'est l'herpès. Donc ça, c'est vraiment bien à retenir. Autant une conjonctivite chez le chat, ça peut être d'autres virus, comme par exemple le calicivirus, les réovirus, ou bien des chlamydiés, alors hors virus, chlamydiés, mycoplasmes. Donc d'autres agents infectieux peuvent créer des conjonctivites chez le chat, hein, c'est très fréquent. Mais dès que vous avez un ulcère, vous savez que c'est l'herpès. Ça passe beaucoup dans le diagnostic parce que c'est souvent un diagnostic clinique. Et ça peut même, on a même des lésions pathognomoniques que je vais vous montrer. Là, par exemple, vous avez ici chez un chat un ulcère ponctué. Vous voyez ce petit ulcère ponctué. Donc ça, c'est assez classique de ulcère herpétique chez le chat. Ici, vous avez un ulcère dendritique, c'est-à-dire que c'est un ulcère très particulier, pathognomonique, là, celui-là. Lorsque vous avez ça, vous êtes sûr à 100% que c'est l'herpès. Donc c'est facile. C'est pathognomonique et cet ulcère est dû au fait que cette forme particulière est un peu comme des branches, hein, et s'explique par le fait que l'herpès virus a une affinité avec les nerfs de la cornée. Et en fait, ce sont les nerfs de la cornée qui sont dendritiques, comme vous le voyez là. Ensuite, on a une coalescence de cette forme dendritique qui conduit à des ulcères en carte de géographie, caractéristique aussi d'ulcères herpétiques chez le chat. Et enfin, on a des formes où on a une surinfection. Dès que ça, parce que l'herpès n'attaque que l'épithélium, donc la partie superficielle de la cornée. Lorsque vous avez le stroma, et ici on voit bien que le stroma est touché, vous voyez que on a un effet cuvette, hein, donc un ulcère un peu profond qui est dû à une surinfection bactérienne. Eh bien, dès que vous avez le stroma qui est atteint chez un chat qui présente un ulcère, c'est que vous êtes passé à une forme liée à une surinfection bactérienne, comme chez ce chat. Donc, ce sont des germes de surinfection. En fait, l'herpès ouvre la porte de l'épithélium et des bactéries s'engouffrent secondairement. Voilà. Donc ça, il faudra en tenir compte dans votre traitement. Alors, les questions. La lysine. Ouais, ben ça, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est intéressant. La lysine, on peut le donner en complément et on le donne plutôt en prévention de crise herpétique. OK? Donc, dans le cas vraiment particulier de l'ulcère herpétique chez le chat, le traitement, on part sur toujours 3 produits, en général de base. Hein, un antibiotique en collyre, donc un peu les mêmes que ceux que je vous ai cités. La différence, c'est qu'on privilégie l'atobramycine ou gentamicine ou néomycine, qui sont présents dans la telmyxine, qui sont actifs contre les grammes-moins pour éviter les surinfections aux pseudomonas. Donc ça, c'est important parce que ça peut arriver chez le chat très fréquemment lors d'herpès. Et aussi, on donne souvent des tétracyclines. Donc c'est l'antibiotique qui est présent dans l'ophthocycline parce qu'on a beaucoup de germes chez le chat sensibles à cet antibiotique et en particulier dans les conjonctivites. C'est intéressant d'utiliser l'ophthocycline. Ensuite, on associe à cet antibiotique un antiviral, donc c'est la trifluridine ou le ganciclovir. La trifluridine, c'est le viroftacolyre que vous voyez ici, et le ganciclovir, c'est le virgan, qui est sous forme de gel. Donc là, on les instille 3 à 4 fois par jour, et donc ce sont des bons antiviraux en local. Mais il faudrait normalement les instiller un peu plus que 3 à 4 fois. Normalement, on préconise jusqu'à 10 fois. Pareil, problème d'observance, mais déjà, si vous faites 3 à 5 fois, c'est déjà pas mal. Et un traitement qui est vraiment traitement de base de l'herpès oculaire chez le chat, c'est le famciclovir, donc l'oravir, que vous voyez ici, en comprimé à 125 mg. Excellent antiviral par voie générale, que l'on prescrit à raison de 1 comprimé matin et soir, donc 125 mg matin et soir pour un chat de 4 kg, donc le chat de taille moyenne. Voilà. Et là, on part, par contre, sur un traitement de 3 à 4 semaines. Donc, c'est un traitement assez long pour traiter l'herpès. Okay, donc, local, par voie générale. Et voilà un cas d'ulcère herpétique caractéristique avec cette carte de géographie qui prend la fluo. Et voilà le cas après 3 semaines de traitement, test fluo négatif. Dans la
majorité des cas, toujours, oui, ce type d'ulcère guérit bien avec ce traitement. Parfois, ça ne guérit pas. Et là, on passera à des techniques chirurgicales que l'on va voir par la suite. Est-ce que tout se passe bien? On me pose la question de l'interféron encolire. Oui, c'est un bon complément aussi en antiviral. L'interféron oméga et l'interféron alpha, le 2-alpha qui peuvent être prescrits. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'Oravir, on a tendance à moins les utiliser. On me demande si pour le chaton, on peut faire la même chose. Tout à fait, sauf que vous adaptez la posologie. Mais c'est tout à fait faisable, même l'Oravir, chez le chaton. Durée du traitement local antiviral. Alors, le traitement local antiviral, moi, je pars sur 3-4 semaines, comme je disais. Et le famciclovir, donc l'Oravir, je prescris 3 semaines. Parfait. Merci pour les premières questions, toujours intéressant. Et on va poursuivre. Les ulcères qui ne cicatrisent pas toujours. Donc là, on a vu le cas particulier du chat. Ensuite, on a des ulcères qui ne cicatrisent pas pour certaines raisons. Ouais, j'ai zappé cette diapo, désolé. Les plus caractéristiques, ce sont les ulcères qui sont à bord décollé. Donc ça, vous devez en voir assez souvent. Les bords décollés, c'est en fait l'épithélium qui se décolle. Donc la partie la plus externe que vous voyez ici. Désolé. Voilà. Ici, vous avez les bords qui se décollent, donc test fluo, lui, il y a la fluorescéine qui s'infiltre entre l'épithélium et le stroma, et ça donne cliniquement cette forme avec des bords qui se décollent, hein, qui sont libres, et qui empêchent la cicatrisation. Souvent, l'ulcère est atone, il n'y a pas de vascularisation. Alors, des fois, on peut aussi avoir l'inverse, des granulomes qui empêchent la cicatrisation. En tout cas, ces bords décollés font que ça ne cicatrise pas, parce que le nouvel épithélium, je vous ai montré la migration des cellules, et bien cette migration des cellules ne se fait pas parce que vous voyez que l'épithélium rebique, comme vous le voyez là, et du coup, on n'arrive pas à avoir un recouvrement du stroma par l'épithélium. Et donc, c'est ce qui explique que vous allez avoir des ulcères qui vont traîner. Et là, on est vraiment dans le cœur de notre sujet, des ulcères qui ne cicatrisent pas. Les ulcères peuvent traîner pendant des semaines et des semaines. Des fois, on en voit au bout d'1 mois, 2 mois, qui n'ont toujours pas cicatrisé. Pourtant, vous avez mis un bon traitement, NAC, témixine, atropine, larmes, même du clérapplique, et ça ne cicatrise pas. Et ça fait partie donc des cas que l'on va étudier ensemble. En tout cas, il faut déjà bien les diagnostiquer avec cette forme particulière des bords qui se décollent. Autres ulcères qui ne cicatrisent pas et qui même s'aggravent, ce sont des ulcères qui se surinfectent. Alors ça, ce sont beaucoup chez les races prédisposées, donc les brachycéphales, où vous avez des ulcères qui vont partir en profondeur. Vous voyez, ici, donc là vous avez l'épithélium, et là l'ulcère creuse, comme le chat que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'on a des germes de surinfection, des bactéries qui se développent au centre, et l'ulcère va en profondeur. Donc il attaque le stroma, comme ici, vous voyez qu'on a cet effet un peu cuvette hein, d'ulcère profond, avec, on voit bien, il y a une infection au niveau des bords ici, souvent des pseudomonas qui peuvent être responsables, mais on peut aussi avoir des staphylos et des streptos, et ces ulcères, si on ne les traite pas, peuvent entraîner une perte de l'œil par perforation. Donc c'est considéré comme une urgence, ils peuvent évoluer en quelques heures parfois. Donc urgence dès que cela atteint le stroma, dès que ça creuse. Les ulcères à collagénase, donc c'est un autre type d'ulcère stromal, donc dû à des surinfections. On a des enzymes ici qui se développent avec cet aspect gélatineux caractéristique. Donc ça, c'est des grosses urgences, tous ces cas-là, parce que là, on peut perdre l'œil hein, en une journée. C'est dû au développement des enzymes collagénases qui sont produites par la cornée elle-même et aussi par les bactéries. Et il va falloir contrer ces collagénases. Alors, on va le voir ensemble, il y a les séromatologues, il y a les anticollagénases, hein, comme le NAC, le DTA, mais il faut les mettre très souvent. Mais souvent, quand on est à des stades aussi graves, seule la chirurgie permet de sauver ces yeux-là, avant que ça perfore. La desmétocèle, que vous voyez ici, donc c'est la dernière membrane, cette membrane qui est la membrane de Desmet, vous voyez, qui fait comme une petite bulle. Donc là, c'est vraiment une grosse urgence, parce que c'est la dernière membrane avant la perforation. Elle est un peu élastique, d'où cet aspect un peu bombé. Et là, ça peut perforer d'une heure sur l'autre. Hein. C'est vraiment une urgence. Donc ça se traite en général même toujours chirurgicalement, et on va voir ça par la suite. Et vous voyez très bien cet aspect un peu transparent au centre qui est dû au fait qu'il n'y a plus de stroma. Là, vous avez la membrane de Desmet qui est à nu. Ulcère, ensuite, dernière étape, l'ulcère qui est perforé, comme ici, beaucoup chez les shih tzus, les pékinois, les carlins, tous ces brachycéphales hein, qui ont facilement ces ulcères qui perforent très vite. Et là, il va falloir aussi agir en urgence.
Voilà les différentes formes d'ulcères qui ne cicatrisent pas. Et lorsque vous avez ces ulcères qui ne cicatrisent pas, il va falloir rechercher la cause. Et donc, ce petit récap que je vous montre là, qui est un peu austère parce qu'il n'y a que du texte, mais en tout cas, c'est bien de retenez les causes parce qu'il va falloir les rechercher. Quand vous avez un ulcère qui ne cicatrise pas, il faut rechercher la cause. Déjà, on a ce qui peut expliquer qu'un ulcère ne cicatrise pas, les races, c'est-à-dire que les brachycéphales, donc Shih Tzu, pékinois, on a 5 races surtout, hein, Shih Tzu, pékinois, bulldog français, bulldog anglais, carlin, voilà, c'est les races que nous, on voit en tout cas en ophtalmo tous les jours avec des ulcères graves et qui ne cicatrisent pas. Donc, faites attention à ces 5 races-là, aussi le cavier King Charles qu'on peut mettre dans ce groupe-là. Le manque de larmes peut favoriser, ça fait flamber des ulcères. Donc, il faut toujours faire un test de Schirmer, mesurer les larmes parce qu'une KCS associée à un ulcère favorise la persistance d'un ulcère. Les causes infectieuses, on l'a vu, des surinfections bactériennes, l'herpès peuvent ralentir les cicatrisations. Tout ce qui frotte sur une cornée, et ça, il faut bien vérifier qu'il n'y en ait rien qui frotte. Anthropion, donc des enroulements de paupières, sylectopique, trichiasis, tout ce qui frotte peut provoquer un ulcère ou en tout cas entraîner un échec de votre traitement de première intention. Donc bien vérifier ça. Les corps étrangers, bien sûr, un corps étranger sous la paupière ou sous la membrane excitante peut entraîner la persistance d'un ulcère. Une lagophthalmie, c'est-à-dire une cornée qui est exposée et pour lesquelles les paupières ont du mal à se fermer lors d'exophtalmie ou d'ophtalmie. Cause neurologique, quand vous avez une paralysie palpébrale, au centre, vous avez un ulcère qui va persister, voire même qui va s'aggraver, parce que les paupières ont un rôle fondamental dans la protection du centre de la cornée. Cause médicamenteuse, les corticoïdes, il faut y penser. Si vous mettez des... Bon, bien sûr, vous savez que les corticoïdes sont contre-indiqués lors d'ulcères, donc vous pouvez aggraver un ulcère si vous mettez un corticoïde. Et aussi chez les chats, si vous traitez des conjonctivites chez le chat, vous risquez de créer des ulcères. Donc attention. Et lors de chimiothérapie aussi, cela peut favoriser la persistance ou l'aggravation d'un ulcère. Et enfin, l'âge. C'est vrai qu'avec le vieillissement des populations de chiens et de chats, on note des ulcères de plus en plus fréquemment, les ulcères lipidocalciques chez le chien et des ulcères secondaires et une dégénérescence endothéliale liée à l'âge. On va voir ça en image tout à l'heure. Alors voilà, pour imager donc la prédisposition chez les brachycéphales, Shih Tzu, pékinois, mais aussi carlin, bulldog, qui font facilement ces ulcères-là et qui peuvent entraîner donc des ulcères très graves. La surinfection bactérienne, je vous ai mis ce cas. Ça, c'est un cas vu le matin. Donc, ulcère, on se dit, bon, bah tiens, là, je vais mettre Nactemixine, ça va guérir. Et bien, en fait, si vous faites ça, donc, ce qui a été fait, et ben, le soir, ça peut être comme ça. Donc, vous voyez que ça peut aller très vite lorsque vous avez des enzymes collagénases, lorsque vous avez des surinfections bactériennes. Et en 24 heures, même le lendemain matin, il était comme ça. Il nous a été amené avec... Donc là, c'était le traitement qui avait été mis en place par le vétérinaire le matin même, à gauche. Et voilà, le lendemain matin, comment nous, on l'a reçu avec des collagénases, malgré un traitement local qui était bon. Donc, il faut toujours prévenir que ça peut arriver. Je vous ai parlé donc de l'herpès qui ouvre une porte, entre guillemets, et qui favorise les surinfections bactériennes. Là, on voit bien que le stroma est touché ici. On a un aspect vert, une surinfection bactérienne, et c'est des pseudomonas qui ont aggravé le tableau clinique. Et voilà, après chirurgie. Donc, ça peut bien guérir chirurgicalement si vous n'y arrivez pas médicalement. Cet ulcère était secondaire à un manque de larmes, donc toujours bien mesurer, faire un test de Schirmer. C'est très important. On était à 0 de larmes chez ce chien. OK ? Chez ce chien, alors, certains l'ont peut-être vu, la réponse, qu'est-ce que l'on voit? On a un ulcère, d'accord, une kératite associée, et ouais, c'est un charpet. Eh bien, il s'agissait d'un anthropion. Comme je disais, tout ce qui frotte sur la cornée peut provoquer un ulcère. Et en fait, c'est la paupière supérieure qui s'enroulait et qui créait cet ulcère. Un autre chien, donc ils viennent souvent avec un blépharospasme. Voilà, je crois que là, ça refonctionne bien. Donc, corriger l'anthropion, bien sûr. C'est évident que, bien sûr, qu'il faut traiter l'ulcère. C'est assez évident, mais il faut aussi corriger la cause. Sinon, cet anthropion ne guérira jamais, il va même s'aggraver. Donc là, on a corrigé l'anthropion de la paupière supérieure chez ce chien, et on voit qu'après, les yeux sont bien ouverts et que l'ulcère a cicatrisé. Qu'est-ce qu'on voit chez ce chat? Alors, on peut parler de la technique de Stades. C'est vrai que c'est intéressant. C'est Fabienne qui me pose la question. Technique de Stades, très bonne technique pour les charpets. Ce que je n'ai pas fait chez ce petit charpet que vous avez vu, j'ai fait une technique de Holtz-Celsius classique. Mais technique de Stades, très bien pour beaucoup de charpets. Exactement. Alors, là, on me répond anthropion. Et vous avez tout à fait raison. Anthropion inférieur. Bravo à tous. Vous voyez ici cette ulcère, fluo plus. Donc, c'est un chat.
Donc là, ce n'était pas l'herpès, même si on peut des fois avoir un herpès associé à l'entropion, mais en tout cas, on voit ici les poils qui frottent et l'enroulement de la paupière inférieure, très classique. C'est un grand classique, entropion de la paupière inférieure chez le chat avec ulcère secondaire. Donc là, bien sûr, vous allez traiter cet ulcère, mais il faut avant tout corriger cet entropion, corriger cet enroulement de paupière. Okay, avec une technique de Stades dans ce cas-là. Ici, on a un chien, donc brachycéphale, et on voit un petit ulcère. Il était lié au trichiasis, le pli de peau nasal. Vous voyez, on a un pli de peau qui faisait que les poils venaient frotter et ça crée l'ulcère. Donc là, dans ce cas, vous traitez l'ulcère, bien sûr, mais vous traitez la cause, c'est-à-dire que vous enlevez le pli de peau. On fait une technique où on enlève tout le pli de peau de part et d'autre pour éviter ce frottement. Ici, vous avez, je vous l'avais déjà montré, celui-ci, un ulcère rond, jeune chien. Donc là, dès que vous avez un ulcère en région supérieure rond chez un très jeune chien, toujours pensez, c'est souvent des chiens de 1 an, pensez au cil ectopique. Donc il faut bien regarder sous la paupière et vous allez pouvoir trouver un cil ectopique ici. D'accord? Alors on me dit le PDF. Oui, vous aurez un PDF, il était un peu lourd, donc vous l'aurez dans la journée, promis. Soit sur le site Webico, on essaye de voir pour l'envoyer par mail, mais c'est vrai que ça dépassait le poids qui permettait de le mettre en ligne. Donc, pour répondre à Paul, oui, vous aurez le PDF. Désolé pour cette petite parenthèse. Donc, examen des paupières très important quand vous avez un ulcère. Là, ici, vous voyez, vous pouvez trouver un cil ectopique. C'est souvent, il est presque toujours là, en région moyenne, vous voyez, en région moyenne de la paupière et sous la paupière supérieure. OK? Voilà. Et vous voyez ici ce cil ectopique souvent très dru, qui est perpendiculaire à la cornée et qui fait donc très mal, vous voyez, et qui crée cet ulcère. Donc là, on passe au traitement. Bien sûr, traitement d'ulcère, mais aussi retirer le cil avec son follicule. Ça, c'est vraiment important de bien retirer le follicule. Bien regarder sous les paupières. Vous pouvez trouver un corps étranger, comme ici. Vous voyez cet ulcère en région supérieure. Ce n'était pas un cil, c'était un épillé qui était logé dans le cul-de-sac conjonctival supérieur. Voilà un autre épillé chez un autre chien. Toujours éverser la membrane nictitante. Très important quand vous avez un ulcère qui traîne, ou même chez tout ulcère, presque. Il faut penser à regarder sous la membrane nictitante. Donc, vous mettez une goutte de cébésine ou de tétracaïne pour insensibiliser les conjonctives. Et vous allez pouvoir, avec une pince, éverser la membrane nictitante et pouvoir constater, comme ici, un petit épillé qui était logé au fond. Donc, il faut bien éverser si vous voulez les voir, parce que des fois, ils sont vraiment très profonds dans le cul-de-sac, enfin, derrière la membrane nictitante. Et donc, pensez à bien instiller, bien sûr, soit vous faites sous anesthésie flash générale, ou alors une goutte de cébésine ou de tétracaïne. Des causes de persistance d'ulcères, par exemple chez ces chiens brachycéphales qui ont eu par exemple des luxations du globe. Vous savez que vous voyez beaucoup de luxations du globe, vous les remettez en place, donc ça souvent c'est très bien fait avec des blépharoraphiques, vous laissez pendant quelques semaines, ce qui permet au globe de revenir en place, mais souvent quand vous rouvrez, vous avez quand même une exophthalmie résiduelle, comme chez ce chien, qui entraîne une kératite et des ulcères, comme ici. Et donc là, dans ce cas précis, il va falloir faire une technique un peu de microchirurgie, qui consiste à recréer le muscle droit interne qui s'est rompu, ce qui va permettre à la fois de corriger le strabisme, parce qu'on a un strabisme externe chez ce chien, et aussi de remettre le globe en place et du coup de limiter cette sécheresse au centre due à l'exophthalmie. Voilà le chien avant, à gauche, et après, vous voyez que le globe là, était un peu en exophthalmie, là il est remis dans son orbite, du coup il y a moins, les paupières peuvent bien se fermer, protéger le globe, et du coup vous allez avoir une cicatrisation de l'ulcère, parce que sinon vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur cet œil, des cicatrisants, des lubrifiants, etc. L'ulcère va persister, parce que les paupières se ferment mal, parce que le globe oculaire ressort. Et chez ces chiens donc tous ces brachycéphales qui ont les yeux qui ressortent, qui sont naturellement exophthalmes, si on veut faire de la prévention, on peut faire une technique de cantoplastie médiale, c'est-à-dire qu'on va diminuer ici l'ouverture des paupières par une plastie en fermant les paupières dans l'angle interne. On peut même retirer la petite caroncule pileuse ici. Donc voilà la technique où on diminue un peu la fente palpébrale. Et du coup, voilà en live ce que ça donne. Là, vous avez un chien sur lequel je l'ai fait, un petit shih tzu. Vous voyez qu'on a ici diminué l'ouverture et du coup, le globe ressort moins facilement et il est plus protégé. Donc ça, c'est très intéressant en prévention, à la fois de la luxation du globe et aussi en prévention d'ulcères. On me demande, est-ce que la cébésine est mieux que la tétracaïne ou est-ce que c'est kiff-kiff? Question de Paul. Alors,
moi j'utilise beaucoup la cébésine parce que c'est moins. En fait, l'intérêt, c'est que la tétracaïne, et que vous avez qui est commercialisée en centrale, la tétracaïne est plus puissante que la cébésine, donc vous avez un meilleur pouvoir anesthésiant, mais c'est un peu plus irritant. Donc voilà, c'est un choix à faire. Moi j'utilise la cébésine pour que ça soit moins irritant. Mais bon, on peut utiliser l'un ou l'autre. Chez ce chat, qu'est-ce qu'on voit? C'est moche, hein. On a des ulcères, vous voyez, on a un dessèchement au centre, on voit que ça épouse la fente palpébrale, ce chat ne ferme plus les yeux, et c'était dû à une buphtalmie, c'est-à-dire que les yeux sont augmentés de taille. Pourquoi ils sont augmentés de taille? Parce qu'il a un glaucome, et le glaucome était secondaire à l'uvite. Donc il y avait uvite, fréquente chez le chat, glaucome secondaire, et buphtalmie, et donc ulcère secondaire. Donc il faut traiter non seulement l'ulcère, bien sûr, mais traiter l'uvite et le glaucome dans ce cas-là. Chez ce chien, ça peut ressembler à une buphtalmie, mais ce n'est pas une buphtalmie, c'est une exophthalmie, c'est différent. C'est-à-dire que c'est le globe qui est de taille normale, mais qui est projeté un peu vers l'avant. Il avance dans l'orbite. Et là, donc ça entraîne, par mauvaise fermeture des paupières, un ulcère au centre, qui ne guérit pas. Là encore, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça ne guérira pas parce que les paupières se ferment mal. Et vous avez un indice, on a en plus une procidence de la membrane excitante, ce que l'on n'a pas lors de buphtalmie. La procidence de la membrane excitante, on l'a lors de d'exophthalmie. Donc c'est une exophthalmie, c'est le globe qui est avancé. Pourquoi ce globe est avancé? Eh bien, on le voit au scanner ou à l'IRM avec une masse, il s'agissait d'un mélanome orbitaire qui entraînait, on voit bien hein, la différence entre les deux, qui poussait le globe vers l'avant, et du coup la cornée n'était pas protégée, et du coup on avait un ulcère. Donc là, bien sûr, l'ulcère ne cicatrise pas, et là par contre le pronostic est mauvais pour ce chien. Un autre cas intéressant, ici vous avez un ulcère au centre, vous voyez un petit ulcère au centre qui ne cicatrise pas. Il n'y a pas d'exophthalmie, il n'y a pas de buphtalmie, mais il ne cicatrise pas. Pourquoi? Eh bien en fait, chez ce chat, si vous faisiez, ce qu'on fait systématiquement, un réflexe de clignement, il ne fermait pas l'œil. Donc soit il ne voyait pas, soit il avait une insensibilité, une paralysie palpébrale. C'est un chat qui voyait, et en fait, on a pu voir en faisant ce test et en apposant un petit coton-tige sur la cornée, donc ça s'appelle le réflexe cornéen, on a pu voir que ce chat ne réagissait pas. Donc il avait une paralysie palpébrale, une paralysie motrice des paupières, et cette paralysie des paupières faisait que les paupières donc, ne se fermaient pas, et du coup la partie centrale de la cornée se desséchait et donc créait un ulcère. Donc là encore, bien sûr, vous traitez l'ulcère, mais il faut traiter la paralysie palpébrale, et souvent ça passe dans beaucoup de cas par l'attente, en fait, le temps. Et des fois, on est obligé de faire une tarsographie, donc un recouvrement par la membrane excitante, le temps que les paupières se remettent à fonctionner, pour protéger la cornée et éviter qu'elle se dessèche. Ça, je vais vous montrer après. Alors, on me demande pourquoi pas une cantotomie latérale. Alors, ça peut se faire aussi, mais c'est plus élégant en médial, c'est beaucoup plus esthétique. Mais on peut le faire aussi en latéral. Voilà, donc paralysie palpébrale, l'avoir en tête. Qu'est-ce que vous avez chez ce chien? Qu'est-ce qu'on voit? On a un ulcère, d'accord, fluo plus. Est-ce que vous voyez quelque chose? On me dit, Paul est très réactif, corps étranger, séquestre. Intéressant. Voilà, parce que c'est un petit piège. On peut penser à un séquestre, et en fait, ça serait un chat, on pourrait vraiment penser à un séquestre. Mais il n'y a pas de séquestre cornéen chez le chien. Donc là, déjà, vous savez que ce n'est pas un séquestre. Mais ça serait un chat, ça pourrait vraiment ressembler à ça. Et en fait, c'était un petit corps étranger végétal, donc une petite écaille qui était posée sur la cornée et qui a tendance après à aller en profondeur. Donc c'était un corps étranger cornéen et qui entretenait cet ulcère. Donc là, bien sûr, il faut l'enlever. Des fois même, vous voyez que ça peut être tout petit. Vous voyez, un tout petit corps étranger qui entretenait la douleur, l'ulcère. On m'a posé une question intéressante sur que deviennent les canaux lacrymaux lors de cantotomie. J'essaierai d'y répondre à la fin. Retrait à la pince, oui, ou avec une petite aiguille. Voilà, c'est ce que je vous montre là. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous m'entendez? Son OK. Alors, je continue. On n'a pas le problème de tout à l'heure. OK, super. Donc là, comment retirer un petit corps étranger, une écaille ou même une petite épine plantée? Vous utilisez cet instrument qui est comme une pointe et qui est un instrument de microchirurgie qui permet, par pression contre pression, d'extraire le corps étranger. Si vous n'avez pas cet instrument, vous prenez une petite aiguille orange, les petites aiguilles à insuline, et avec biseau vers le haut, vous allez essayer d'agripper, enfin d'enfourcher le corps étranger et de l'enlever. Et si c'est une écaille qui est posée, pareil, avec la petite aiguille, vous pouvez la faire sauter. Mais je vous conseille ça plutôt qu'une pince.
et je vous conseille sous anesthésie générale. C'est quand même plus préférable. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on va voir si quelques personnes répondent. Donc, c'est un chien, on a une lésion, un ulcère ici, en région supérieure, c'est un ulcère profond, corps étranger, bravo. Vous voyez ici, on a en fait, pareil, une écaille végétale qui est là, qui est plus profonde que tout à l'heure. Au bout d'un moment, donc c'est toujours très doué, ça va en profondeur. Donc, il faut enlever, bien sûr, le corps étranger, et comme il est profond, on a fait une petite greffe de conjonctive. Là, il s'agissait d'une brûlure par projection de shampoing. Donc, il faut faire un lavage très abondant, en plus du traitement que je vous ai montré tout à l'heure, traitement de base, hein, antibiotiques, atropine, etc. Il faut rincer, rincer, rincer si vous voulez une bonne cicatrisation. Et voilà le chien, quelques jours après le traitement, vous voyez que le test est redevenu négatif. Ici, intéressant, c'est un chat, un ulcère, donc on peut penser à un ulcère en cardiogéographie, mais quand ça traîne depuis un moment, l'ulcère, vous risquez d'avoir, voilà, Julie a répondu, vous risquez d'avoir un séquestre cornéen. C'est-à-dire, vous voyez, on a une zone un peu ambrée, un peu marron, et ça, c'est l'évolution classique d'un ulcère qui cicatrise mal chez un chat. Vous pouvez avoir un séquestre. Et une fois qu'on est dans cette phase-là de séquestre, une fois que vous avez cette zone ambrée, souvent, ça ne cicatrise plus. Ça ne sert à rien de continuer le traitement médical avec vos gouttes cicatrisantes, antibiotiques, vous n'y arriverez pas. Là, il faut passer à la chirurgie qui est la kératectomie superficielle. Okay, donc, retenez cette zone un peu foncée, marron, caractéristique. Ici, un chat, on a un ulcère classique, un peu comme tout à l'heure. La particularité, c'est que ce chat était traité pour conjonctivite depuis quelques semaines. Et avec quoi il était traité? Avec des corticoïdes en local, en particulier du Fradexam. Et le corticoïde a entraîné la résurgence de l'herpès, du virus herpès. Les corticoïdes, au niveau local, peuvent entraîner une résurgence de l'herpès. Il faut faire très attention. Et donc, c'est l'emploi de corticoïdes qui a fait que non seulement vous n'avez pas traité votre conjonctivite, mais en plus vous vous retrouvez avec un ulcère. C'est pour cette raison qu'on déconseille l'emploi de corticoïdes type Fradexam, hein, tout ce qui est dexaméthasone ou prénisolone en collyre, ne pas les utiliser chez le chat pour traiter des conjonctivites. Utilisez que des antibiotiques. Chez le chien, c'est différent. Vous pouvez faire traiter les conjonctivites sans problème avec du Fradexam. Il n'y a pas d'herpès. Mais chez le chat, avec ce risque d'herpès, je déconseille les corticoïdes. On a presque fini, après on verra les techniques chirurgicales par la suite. Donc là, des ulcères du chien âgé, donc je vous parlais de dystrophie lipidocalcique, donc c'est des dépôts de lipides et de calcium qui donnent cette toile d'araignée un peu blanche, caractéristique, avec des ulcères au centre. Et là, c'est souvent la chirurgie qui permet de traiter par kératectomie superficielle, on retire la lésion qui est responsable. Des fois, ils peuvent même partir en profondeur, comme chez ce chien. Vous voyez, ça c'est un ulcère qui est stromal, dû à l'âge. Et à la dystrophie lipidique, lipidocalcique. Un autre cas chez les chiens âgés, c'est la dégénérescence endothéliale, c'est-à-dire que chez les chiens âgés, vous avez l'endothélium qui dégénère, un œdème secondaire et un ulcère qui est secondaire à cette dégénérescence endothéliale. Donc là, il faut traiter l'ulcère, mais il faut essayer de traiter l'œdème. Et là, on fait, vous allez le voir tout à l'heure, des greffes de conjonctive pour diminuer l'œdème. Le traitement. Donc, on a vu le traitement médical. Maintenant, on va parler du traitement chirurgical et des actes parfois simples qui peuvent être faits. Par exemple, les ulcères à bords décollés. Vous avez un ulcère qui ne cicatrise pas parce que les bords sont décollés, comme ici. Vous allez anesthésier localement avec tétracaïne ou cébésine et vous allez cautériser et débrider l'ulcère. Ça peut être fait uniquement local et des fois en tranquillisant l'animal, si vous préférez être plus tranquille. Donc, on anesthésie et on va débrider, cautériser. On utilise pour cela un coton-tige qu'on va imprégner de bétadine. Vous allez appliquer la bétadine sur les marges et vous allez faire tourner le coton pour débrider, c'est retirer l'épithélium qui est décollé. Et on enlève tout ce qui se décolle. Des fois, on est même obligé d'aller au-delà de presque toute la cornée. Tout ce qui se décolle, il faut l'enlever et vous cautérisez avec la bétadine et ensuite vous rincez juste après. On a un instrument aussi qui est vendu, qui n'est pas très cher, dans les 100-150 euros, c'est l'Alger Brush. C'est comme une petite fraise de dentiste, vous voyez, avec une extrémité comme ça, une petite fraise, qui va vous aider à enlever cet épithélium. Donc ça, c'est très bien, c'est vraiment pas mal, c'est économique. La seule chose, c'est qu'il y a quand même des risques d'infection, surtout si vous ne désinfectez pas, si vous ne mettez pas à la désinfection cette fraise. Donc là, vous risquez d'inoculer et d'aggraver les choses. Donc attention quand même à l'Alger Brush, je sais que c'est assez utilisé, mais
il faut se méfier, il y a vraiment des risques d'infection. Ensuite, vous pouvez faire une kératotomie grillagée, donc avec une aiguille orange comme ceci, biseau vers le haut. Il y a deux types de kératotomie qui favorisent l'adhérence en fait du nouvel épithélium sur le stroma. Le but, c'est que l'épithélium adhère à nouveau. Donc pour cela, on peut faire des travées perpendiculaires comme ceci, donc comme un petit grillage avec votre aiguille. Donc ça, c'est mieux quand même d'anesthésier l'animal. Et vous allez le faire sur l'épithélium, enfin dans l'épaisseur de l'épithélium et sur le stroma antérieur, pas plus profond que ça. Et ça va donc favoriser l'ancrage du nouvel épithélium. Et on peut aussi faire, plus simple, une kératotomie ponctuée. Pareil, on reste sur le tiers de l'épaisseur de la cornée, hein, on ne traverse pas bien entendu, et de façon tangentielle pour être sûr de ne pas perforer, comme vous le voyez ici. D'accord ? Donc on fait plusieurs petits points, ponctuation, qui vont en fait créer des adhérences. C'est comme si vous faisiez des petites adhérences, des petits clous entre l'épithélium et le stroma en dessous. C'est des adhérences cicatricielles qui renforcent la cornée. Et ensuite, vous pouvez faire une tarsographie qui va aussi favoriser la cicatrisation. Quand tout ça ne marche pas, ce qui est la meilleure technique, à plus de 99% de réussite, c'est la kératectomie superficielle. Donc c'est là une microchirurgie, c'est sous microscope, on en fait beaucoup, pratiquement tous les jours, où on va carrément retirer, éplucher en quelque sorte la cornée. Donc là, on est sur le quart supérieur, on enlève juste l'épithélium décollé et le quart supérieur du stroma, on laisse la partie profonde, bien sûr, hein, les trois quarts de la cornée, et avec des couteaux particuliers, on va éplucher cette cornée. Et ça, c'est ce qui va après permettre d'avoir un nouvel épithélium qui se fixe sur le stroma avec une cicatrisation parfaite dans pratiquement 99% des cas. Donc c'est vraiment sur les cas les plus récalcitrants. Pour vous montrer que les ulcères à bord décollé peuvent s'aggraver, vous voyez, ça c'est un ulcère à bord décollé, classique, petit, et voilà comment ça a évolué en quelques jours. Et ça, c'était un cas qui a été traité avec l'Alger-Brush. Donc attention à l'Alger-Brush, surtout bien désinfecter la pointe pour éviter ce genre de problème. Le recouvrement par la membrane nictitante avec des fils, hein, ici, bon ça vous le faites tous, je vais passer vite, hein, 2-3 fils qui permettent de remonter la membrane nictitante contre derrière la paupière supérieure. J'avais un petit fil, mais je vous l'avais déjà montré. Étant donné le timing, je pourrais l'envoyer par vidéo. En fait, ça consiste à mettre des points en U qui passent de la paupière supérieure je mets le début, à la membrane nictitante. Et avec ces points en U, voilà, vous voyez, on prend dans le cartilage de la membrane nictitante, ce qui permet de remonter la nictitante. Vous voyez, et on fait un nœud, donc c'est un point en U, on fait un nœud, et vous avez la nictitante qui progressivement, voilà un deuxième point, moi je mets que 2 points maintenant, et ça permet de recouvrir la membrane nictitante. Donc retenez point en U, il ne faut ni trop serrer, ni que ce soit trop lâche. Voilà, je vous ai montré les extrêmes, et vous pourrez voir plus tard avec la version complète. Ça, juste pour montrer que ce soit pour des blépharorrhaphies. Blépharographie, c'est quand on fixe les deux paupières entre elles, hein, avec pareil des points en U, mais c'est la paupière supérieure soudée à la paupière du bas, paupière inférieure. Et pareil pour la tarsographie que je vous ai montré, pas besoin de tubulure. Voilà, les tubulures, ça complique les choses et en plus, ça entraîne plus d'infections, comme vous le voyez. Donc, faites simple, il n'y a pas de risque de cisaillement si vous ne serrez pas trop les fils lors de blépharo ou de tarsographie. Maintenant, on va finir sur le traitement d'ulcère stromal surinfecté. Donc, lorsque ça va en profondeur, il faut un traitement antibiotique, puisque je vous ai bien expliqué que c'était des germes de surinfection qui entraînaient cela. Donc, un antibiotique antalgique, des anticollagénases. Donc là, ils ont toute leur place. D'accord ? Donc, le NAC, le DTA, toute leur place sur des ulcères qui sont comme ça, où vous avez déjà là des collagénases. L'RGTA, le Clérapplique, personnellement, je l'utilise peu, mais c'est une matrice qui se place au niveau du stroma et qui remplace les éparanesulfates et qui va comme structurer en quelque sorte, qui va éviter que votre stroma ne se déstructure. Il y a peu d'études dessus, mais ça serait intéressant et en tout cas, cela ne fait pas de mal. Ensuite, vous avez le sérum autologue, donc on prélève sur le chien, on centrifuge, vous prélevez le sérum, et on peut congeler, on peut les conserver pendant plusieurs semaines. Et chaque semaine, vous sortez un petit flacon que vous laissez en plus ensuite, que le propriétaire met au réfrigérateur pour le conserver pendant une semaine.
et au congélateur hein, pour les semaines suivantes. Et chaque semaine, vous en sortez un nouveau et vous allez mettre du sérum, instiller du sérum comme un collyre, ce qui va permettre, là aussi, il y a des études qui montrent que vous limitez le phénomène de lyse et d'infection. Les injections sous-conjonctivales d'antibiotiques, donc pareil, elles peuvent être faites sous la conjonctive. On injecte moi j'injecte du Tobrex collyre, donc la tobramycine, et ça va pouvoir, quand vous les recevez en urgence, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une action antibiotique locale forte. Et il va falloir les suivre de très près, voire même hospitaliser les animaux. Et lorsque ce traitement médical ne fonctionne pas, ou alors si vous ne voulez pas prendre le risque de laisser un ulcère qui s'aggrave et qui peut se perforer, hein, lorsque vous avez des ulcères comme ça, dans ce cas-là, même cet ulcère-là, hein, on peut passer directement par la case chirurgicale. Parce que souvent, ces traitements médicaux ne fonctionnent pas, on a quand même un risque que ça progresse malgré ces traitements-là. Donc, le plus sûr, hein, et là pareil, avec des taux de réussite de plus de 99%, ce sont les greffes de conjonctive, bien tolérées parce qu'on prélève sur l'animal lui-même. Donc là, vous voyez une petite greffe de conjonctive. Là, c'est de la microchirurgie, des greffes conjonctivales libres. On me dit quantité de Tobrex injectée, j'injecte entre 0,1 et 0,2 ml en sous-conjonctival. Et ici, des biomatériaux, le VET-Bio6, je vais vous montrer, c'est de la sous-muqueuse de porc ou de les membranes amniotiques. Donc là, c'est des biomatériaux, donc c'est pas de la conjonctive, donc, mais c'est quand même très bien toléré. Et puis, il y a la transposition cornéosclérale qui est élégante parce qu'elle permet en fait d'avoir une cornée saine qu'on transpose pour avoir une zone centrale transparente. La greffe de conjonctive, pareil, je vais vous la montrer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez ici un ulcère profond, donc on prélève de la conjonctive, un lambeau de conjonctive en région supérieure, et on va le transposer sur l'ulcère et on va suturer avec du fil très fin. Vous voyez, donc ça fait une petite languette qui rebouche l'ulcère, un peu comme une rustine hein, qu'on va placer sur l'ulcère. On utilise du nylon, du PGA, c'est-à-dire un Resorbab 9.0 ou du nylon. Donc 9.0, donc du fil très fin. C'est pour ça que ça, c'est un travail sous microscope. Hein. Donc sur les ulcères profonds, ça fonctionne très, très, très bien. Et on va placer quelques points, 4-5 points. Voilà, de façon à fixer votre greffe. Et ensuite, une tarsographie une semaine. Tarsographie une semaine, et la greffe, on la laisse pendant 2 mois, le temps qu'elle joue son rôle. Et on la retire au bout de 2 mois sous anesthésie locale, tout simplement. Voilà, toujours le son est bon, pas de problème. Les membranes amniotiques, il y en a pas mal, ou les VET-Bio6 qui sont sur le commerce, qui sont dans le commerce, et qui permettent donc de combler les déficits stromaux importants. Voilà des ulcères très profonds. Voilà une greffe de conjonctive, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà au moment où on la retire, et après l'avoir retirée 2 mois après. Donc, vous voyez, on retrouve une transparence, là c'est même pas quelques mois après, vous avez vraiment une transparence vraiment très très bonne. La diffusion est toujours bonne, Chloé? Je continue. Ici, un post-op, oui, on me dit que c'est bon. Je continue. Voilà un retrait de greffe, pareil. Vous voyez, là, vous avez une greffe de conjonctive. Il s'agissait d'un ulcère grave chez un chien brachycéphale. Voilà ce que ça donne après retrait de la greffe. Donc, il peut rester des T, hein, ça c'est évident. Et d'ailleurs, la transposition cornéosclérale permet d'avoir moins de cicatrices. Mais c'est quand même très correct. Ça, c'est un chien qui voit et on lui a sauvé son œil. Alors, on me dit retirer la greffe, couper le pédicule. C'est exactement ça. On coupe le pédicule, comme vous voyez ici. Donc, du coup, elle est plus vascularisée et du coup, après quelques mois, elle va s'intégrer dans la cornée, elle va plus ou moins disparaître et on retire les fils. Vous voyez, là, c'était du nylon et j'ai retiré les fils. Et ça, sous local. Le VET-Bio6, vous voyez ce que ça peut donner. Hein, donc, c'est de la sous-muqueuse de porc chez un chat. Vous voyez, on avait un ulcère profond, la sous-muqueuse ici. Et voilà ce que ça donne quelques mois après. On a une transparence parfaite. Un autre ulcère profond traité avec une greffe de conjonctive chez un chat. Je vous parlais des œdèmes de cornée d'origine endothéliale avec des ulcères secondaires. Ils sont très difficiles à traiter, surtout que c'est des chiens âgés, donc difficile de les anesthésier parfois. Eh bien, chez ces chiens, on fait des greffes de conjonctive maintenant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, je vous ai mis un beau cas où on a l'œdème, des ulcères secondaires, et on fait une greffe de conjonctive. Donc, on va recouvrir un tiers de la cornée, ce qui va permettre d'avoir un rôle de pompe de la greffe pour éliminer l'œdème et en même temps stopper les ulcères. Donc on fait une pierre de coups
Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est maintenant ce qu'on fait le plus, hein, c'est greffe de conjonctive sur des œdèmes d'origine endothéliale. Là, je vous ai montré un très beau cas. Hein. Là, je vous avoue, j'ai triché parce qu'on a retrouvé une transparence parfaite. Souvent, c'est pas aussi joli que ça. Donc, j'avoue, je suis malhonnête sur ce coup-là. Voilà, je suis quasiment dans les temps. On va répondre à quelques questions. Et puis, on va faire notre petit quiz habituel avec un livre à gagner. C'est le livre Conduite à tenir en ophtalmologie du chien et du chat qui est sorti il y a 2-3 ans, que j'ai eu la chance d'écrire avec mon confrère et ophtalmo Gilles Chaudieu et aussi Charles Cassagne, qui est aussi ophtalmo. On s'est mis à 3 pour réaliser cet ouvrage qui donne toutes les conduites à tenir. Donc, je vous le conseille. Et là, l'un de vous va pouvoir le gagner en étant rapide. Donc, si vous connaissez le principe, je vais vous mettre une photo. Et après, je répondrai à vos questions. Donc, la photo va apparaître et c'est le premier qui va répondre. Le but, c'est de me dire ce que c'est et quelle est la cause. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que vous avez ici, chez ce chien? Alors, on me dit anthropion, non. Ulcère ponctué, oui. Ulcère punctuiforme. Et quelqu'un a trouvé kératite ponctuée, c'est Paul. Je crois que c'est Paul qui a été premier. Kératite ponctuée, exactement. Je crois que c'est Paul qui a trouvé en premier. Bravo. Alors, c'est un cas particulier. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit que les corticoïdes, en gros, hein, c'était quand même très risqué. Hein. On n'utilise pas de corticoïdes sur les ulcères. Ça, je ne l'ai même pas redit, mais je crois que vous le savez. Encore moins chez le chat, parce que risque de potentialiser les ulcères, d'aggraver votre herpès chez le chat. Mais chez le chien, pas de corticoïdes non plus. Et là, en fait, c'est exactement ça. Il s'agit d'un ulcère, d'ulcères qui sont dits ponctués. Vous voyez qu'en fait, ces ulcères, et là, bon, il n'y a pas la fluorécine, mais la fluorécine marque ces petits ulcères ponctués. Donc, ils sont ronds, petits, et il y en a souvent plusieurs. On peut en avoir une dizaine. Donc, c'est une forme très particulière qui est caractéristique. Et la caractéristique de ces ulcères, c'est qu'ils sont d'origine dysimmunitaire. Dysimmunitaire, origine auto-immune. On les trouve beaucoup chez le teckel. Et ça fait partie donc des rares cas, très rares cas. Moi, j'ai un cas comme ça tous les ans, hein, que l'on traite avec des corticoïdes, puisqu'ils sont d'origine dysimmunitaire. Voilà. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des cas d'ulcères qui se traitent avec des anti-inflammatoires, avec des corticoïdes. Mais encore une fois, c'est moins de 1% des cas. Hein. Donc, surtout pas de corticoïdes sur les ulcères, sauf rares cas comme celui-ci. Donc, bravo Paul. On me dit dépolipidique. Oui, en fait, c'est Leslie qui me dit ça. Oui, bien sûr, c'est pas bête non plus parce que associé à ces ulcères, on a souvent des petits dépolipidiques associés. Donc, tu n'as pas complètement tort, même si c'est pas la cause primaire. Voilà, donc ces ulcères ne se traitent pas chirurgicalement. Hein, donc, juste des corticoïdes en collyre, tout simplement, et vous allez avoir une disparition de ces ulcères. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Si vous voulez nous suivre, alors je vous conseille plutôt, si vous voulez des cas cliniques, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. C'est là que je suis le plus actif, si vous voulez voir beaucoup de cas. Et puis un petit peu l'Instagram Optavet, pas mon nom, hein, Optavet, si vous voulez pareil, suivre les actualités de la clinique. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été super actifs. Je m'excuse encore pour le petit contretemps qu'on a eu. Heureusement, il a duré 1 minute ou 2. Et je vais répondre à quelques questions. Alors, on me dit que c'est pas juste, c'est pas Paul qui a répondu en premier. Alors, c'est comme un 100 mètres, hein, on va regarder la vidéo, hein. Tout est enregistré, donc on va regarder ça. Et puis, on l'offrira à Paul, on va en offrir 2, un à Paul et puis à l'autre personne qui a peut-être été en premier. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux, parce que je vois qu'on parle de jaloux. Conseilles-tu les antibiotiques en collyre ou en pommade? Alors, moi, j'utilise beaucoup les collyres. Vous savez que les pommades peuvent être intéressantes parce qu'ils sont c'est plus rémanent. Le problème, c'est que sur des ulcères, alors c'est peut-être théorique, mais on dit que les pommades empêchent l'oxygénation de la cornée. Bon, je pense que c'est un peu théorique, donc vous pouvez quand même utiliser des pommades. En particulier, si les gens ont du mal à mettre les collyres, souvent, la pommade, ça permet de réduire la fréquence. Voilà. Pour moi, c'est ça l'intérêt. Des gens qui ne peuvent pas trop mettre de collyres, qui n'ont pas trop le temps, vous mettez des pommades et vous pouvez passer à 2 fois par jour ou 3 fois au lieu de 3 ou 4 avec des collyres. Et puis, ça peut être intéressant pour le relais la nuit, le soir, puisque les gens ne se réveillent pas la nuit pour mettre des collyres. Donc, vous mettez la pommade le soir et comme ça, comme il y a une plus grande rémanence, les paupières fermées, on considère qu'on a un effet antibiotique un peu plus long. Voilà.
On me demande quels antibiotiques renforcés. Bah, on peut utiliser beaucoup d'antibiotiques renforcés. Ce sont tous ceux qui sont injectables. Donc, il y en a beaucoup. Et le but, en fait, c'est qu'on reconditionne, on fabrique soi-même son collyre, mais on le dilue beaucoup moins que ce qu'on a dans la dilution normale d'un collyre. Donc, vous prenez la poudre de certains antibiotiques injectables et vous allez mettre des larmes artificielles ou du sérum physiologique et vous allez pouvoir concentrer comme vous le souhaitez votre antibiotique. Et le but, c'est de faire une concentration x10. Et c'est intéressant sur les ulcères très infectés, stromo que je vous ai montré. Pour le débridement au coton-tige, d'abord on débride au coton-tige sec, puis on cautérise avec le coton-tige plus bétadine. Ce sont des cotons stériles. Oui, donc c'est mieux de prendre des cotons stériles, tout à fait, c'est mieux. Moi, personnellement, surtout si vous y allez de façon en sec, avec le coton-tige sec, moi, c'est vrai que dans ma façon de faire, je mets tout de suite la bétadine, donc ils sont désinfectés par la bétadine, et je débride et je cautérise en même temps. Mais on peut le faire en 2 fois, c'est comme vous voulez. On m'avait dit 30 minutes entre chaque collyre, tu dis 5 minutes. Oui, bah ça, il y a eu des études toutes récentes, là, de moins d'1 an, qui ont un peu étudié justement ces fréquences. Et c'est vrai qu'on est revenu sur ces temps comment dire, ces temps qui sont assez longs entre l'administration de chaque collyre. Et les études ont montré que 2 à 5 minutes sont suffisants. Alors, c'est plus 5 pour être honnête, mais pas 15 ni 30. Et donc, c'est beaucoup plus compatible avec la vie de tous les jours. Moi, je dis 2 à 5 minutes. Et donc, je vous dis, il y a des études récentes qui montrent que c'est suffisant. Et après, ça dépend aussi quel collyre vous utilisez. Si vous mettez par exemple un antibiotique et des larmes, ça peut se mélanger même. Donc, vous pouvez le mettre l'un après l'autre, quasiment. Si on tente une tarsorafie sur un ulcère qui ne cicatrise pas, éliminer toute cause externe, ok. Un risque que ça dégénère. Alors, on ne peut pas surveiller l'évolution lors du recouvrement. Je voulais vous en parler, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Oui, c'est vrai que lorsqu'on fait une tarso, c'est un peu la grande peur à chaque fois. C'est qu'en gros, on masque les choses. Hein. C'est un peu, on a l'impression qu'on met la poussière sous le tapis. Pas du tout. Voilà. Une tarsographie, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est rarissime d'avoir des aggravations sous une tarsographie. En théorie, on en parle beaucoup, et vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous dire pas de tarsographie. Il y a même des gens qui sont contre les tarsographies. Moi, ça fait vraiment plus de 25 ans que j'en pratique. J'ai fait énormément de cas d'ulcères différents et vraiment, j'ai jamais eu d'aggravation. Les cas qui peuvent s'aggraver où il faut se méfier, c'est vraiment des cas extrêmement graves et où en fait vous avez une atteinte à l'intérieur de l'œil, par exemple un glaucome grave ou une panophtalmie. Si vous faites une tarso sur une panophtalmie parce que vous avez un ulcère associé, bah, votre panophtalmie, évidemment qu'elle va s'aggraver sous la tarso, c'est sûr. Mais un ulcère isolé sans atteinte de l'intérieur de l'œil, des structures intraoculaires, la plupart des cas, alors peut-être, oui, il y a le cas extrême de la desmétocèle que je vous ai montré avec cette dernière membrane qui persiste. C'est évident que sous tarso, elle peut toujours se lâcher, elle peut toujours se perforer, oui. Mais dans beaucoup de cas, mais des ulcères stromaux sous tarsographie, il y a assez peu de dégâts. Donc, il ne faut pas hésiter à la faire. Un intérêt de faire débridement plus kératotomie. Alors, oui, en fait, si vous faites votre débridement, en fait, c'est par étapes, on fait souvent par étapes, et puis ça dépend un peu de ce que vous sentez capable de faire, mais souvent on fait par étapes. Donc, traitement médical en 1 sur un ulcère à bord décollé. Après le débridement, vous avez vu, c'est tout simple, débridement cautérisation avec le coton-tige et la bétadine. Et après, Sylvie me dit, est-ce qu'on fait la kératotomie? Pas systématiquement. Déjà, si vous faites débridement en cautérisation, c'est déjà pas mal. Vous pouvez le revoir une semaine après, vous continuez votre traitement médical. Et si une semaine après, c'est toujours là, je recautériserai à nouveau, je débriderai et je ferai ma kératotomie en plus pour augmenter les chances de réussite. Vous voyez? Et là, la kératotomie, donc ponctuée ou grillagée pour favoriser la cicatrisation. Personnellement, voilà, ça c'est faisable. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, sur un ulcère qui persiste, à très vite passer à la chirurgie avec des taux de réussite, je vous le disais, à plus de 99%. Après, c'est du cas par cas. Ça dépend de votre, comment dire, du propriétaire. Est-ce qu'il est capable de suivre ces étapes et faire par à coup et pas se décourager? Parce que des fois, les faire venir toutes les semaines et voir que ça ne marche pas, au bout d'un moment, ils peuvent se lasser. Et c'est vrai que ça peut être bien des fois de sauter des étapes et d'aller plus vite vers une kératectomie superficielle qui est la meilleure technique.
Pourquoi est-ce qu'on préfère une tarsographie, une blépharographie? Parce que la membrane ictitante est plus, comment dire, on va avoir une meilleure protection par la membrane ictitante que par les deux paupières suturées. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire des tarsos que des blépharos. La blépharographie, donc la suture des deux paupières, on la fait surtout lors de luxation du globe. C'est vraiment l'indication de la blépharo. Ou lors de l'agophtalmie ou de paralysie palpébrale. Là, oui, là, vous pouvez faire des blépharos pour éviter le dessèchement. Après, sur tous les autres cas, c'est plutôt des tarsographies. Rodolphe me demande combien de temps on laisse la tarsographie en place. On la laisse en moyenne 15 jours. Quand je la fais associée à une greffe, je la laisse une semaine. Mais bon, ça, c'est vraiment des cas particuliers. Mais sinon, en moyenne, 15 jours de tarsographie. Et ça tient très bien. Il n'y a jamais de déhiscence. Si vous faites la technique que je vous ai montrée, et même pas besoin des petites tubulures qui vous rallongent, qui compliquent et qui entraînent souvent des infections au niveau local, au niveau des points. Ça rend votre champ opératoire beaucoup plus sale en post-opératoire. Est-ce que j'injecte des antibiotiques en intrapalpébral à la place... Bon, j'ai pas vu la fin et puis ça va très vite, il y a beaucoup de questions. Non, on n'injecte jamais en intrapalpébral, voilà, de toute façon. Donc, on injecte les antibiotiques en sous-conjonctival, donc c'est sous la paupière, en sous-conjonctival, tangentiellement. Je pourrais vous montrer ça, il faudrait que je vous mette une vidéo, où on injecte l'antibiotique sous la conjonctive, donc c'est sous la paupière supérieure, on éverse la paupière supérieure, d'accord? Et on va, donc au niveau de la conjonctive, au niveau du blanc de l'œil, on va juste injecter sous la conjonctive, bien tangentiellement pour ne pas pénétrer dans l'œil. Et donc, votre bulle d'antibiotique va s'interposer entre la conjonctive et la sclère. D'accord? Et ça va diffuser en intraoculaire et au niveau de la cornée. Et là, on a un effet local antibiotique qui est assez fort. Mais pas à l'intérieur de la paupière. Déjà, c'est très douloureux et vous n'allez pas avoir l'effet que vous souhaitez au niveau du globe oculaire. Donc, jamais en intrapalpébral. Est-ce qu'on peut utiliser des AINS en collyre sur un ulcère? Globalement, question de Roxane, non, on n'utilise pas d'AINS en collyre sur les ulcères dans la grande majorité des cas. On utilise pour la douleur plutôt l'atropine, comme je disais, si vous recherchez un effet antalgique. Et pour l'effet anti-inflammatoire, il faut vraiment qu'il y ait une uvite. C'est-à-dire que les AINS ne fonctionnent pas sur la cornée, d'accord, ni sur la douleur générée par les ulcères cornéens. L'AINS est intéressant lorsque vous avez une uvite associée. C'est vrai que des fois, vous avez des uvites associées aux ulcères. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais c'est vrai que en pratique, on les utilise très peu. Et c'est vraiment si votre uvite est prédominante par rapport à l'ulcère. Dans ce cas-là, oui, on peut utiliser des AINS comme l'Acular ou l'Ocufen. Alors, à partir de quelle profondeur de kératectomie une greffe est nécessaire? Très intéressant. C'est difficile. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire, ça c'est encore la théorie, on veut souvent dire c'est à partir d'un tiers. Souvent on entend à partir d'un tiers de profondeur ou 50%. On a souvent ces référentiels-là. Mais moi j'intègre d'autres critères, par exemple la rapidité d'évolution, la race. Vous voyez, en gros, pour que vous compreniez, je préfère un chien qui est à 50% et qui n'est pas un brachycéphale, plutôt qu'un chien qui va être à 20% et qui est brachycéphale, vous voyez? Parce que le chien à 20% à brachycéphale, il va aller très vite en profondeur. Donc, voilà, si on veut être un peu schématique, on va dire 30 à 50%, 30%, la greffe commence à être nécessaire, 30% de l'épaisseur. L'épaisseur d'une cornée, vous savez, c'est 1 mm, hein, à peu près. Donc, voilà, dès que vous êtes à 0,2 mm, 0,3 mm, on peut commencer à penser à une greffe de conjonctive. Mais encore une fois, c'est à moduler avec la gravité, l'infection, la race et la rapidité d'évolution. Est-ce qu'on débride de façon centrifuge ou centripète? Toujours de façon centrifuge. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'aller de l'intérieur vers l'extérieur pour éliminer les petites membranes, l'épithélium qui est décollé. Il y a beaucoup de questions, hein, ça fait plaisir. Vraiment, merci. Hein. Référence du couteau pour kératectomie, très intéressant. Moi, je vous conseille, alors, pour la kératectomie, je vous conseille le couteau Crescent, C-R-E-S-C-E-N-T. C'est un couteau, en fait, qui a une forme arrondie et qui va vous permettre de bien passer, de bien splitter votre cornée en deux entre la partie superficielle et la partie plus profonde.
sans partir en profondeur. C'est un crescent, le crescent vous permet de rester sur la même profondeur. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Il y en a un chez le laboratoire BVI, par exemple. Donc, couteau crescent chez BVI. Est-ce que ça passe tout seul, la paralysie palpébrale? Tout dépend de la cause. Hein. Donc là, on rentre dans la neurologie, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que la plupart des cas, ça peut être dû à des névrites, des encéphalites, toutes les causes de paralysie, et elles peuvent être plus ou moins définitives. On a aussi des paralysies palpébrales suite, vous savez, à la chirurgie d'oreilles profondes lors d'exérèse du conduit auditif. Ça, c'est un grand classique. Notez bien, très classique. Et là, vous avez des paralysies qui sont, dans ce cas-là, très souvent temporaires. Ça dure 1 mois ou 2 et ça revient. Donc pendant 1 mois ou 2, on fait une blépharo ou une tarso, ce qui vous permet de protéger la cornée le temps que la motricité revienne des paupières. Et ensuite, vous ouvrez votre œil et au moins vous avez protégé et vous avez évité des catastrophes. Voilà, je vous conseille ça sur des paralysies. Si vous avez une lésion, pareil, du nerf facial lors de chirurgie de l'oreille, ça peut être définitif et là, on est plutôt très embêté. Est-ce qu'on peut utiliser de la cyclosporine en collyre s'il y a un ulcère? Alors, dans la plupart des cas, non. Si c'est associé à la KCS, puisque la cyclosporine, c'est surtout lors de KCS, ça peut être utilisé, mais souvent, moi, je décale un petit peu, c'est-à-dire que je traite d'abord l'ulcère pendant 1 semaine ou 2, et dans un deuxième temps, je traite sur le moyen terme et long terme la KCS, avec la cyclosporine, comme l'Optimune. Intérêt de blesser la face interne, Caroline, blesser la face interne de la nictitante avant de suturer la tarso. Intéressant, je ne le fais pas. C'est décrit de faire des scarifications de votre face interne de la conjonctive, donc de la conjonctive face interne de la membrane nictitante. C'est une très bonne question. Certains auteurs ou certains opérateurs préconisent cela. Ça va vous permettre d'avoir un suintement, un saignement et du sérum qui va être donc pendant quelques heures ou quelques jours au contact de la cornée. Donc, ça aurait un effet intéressant sur la cicatrisation de l'ulcère. Vous renforcez, donc il y a la protection de la nictitante, mais en plus, vous avez le sang ou le sérum qui va être intéressant, qui va potentialiser votre traitement pour favoriser la cicatrisation. Personnellement, je ne le fais pas, mais c'est voilà, décrit et c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Merci Pavel de Prague, c'est gentil. Voilà, il n'y a pas que la France, hein, il n'y a pas que les francophones. Romain, j'avais entendu qu'il fallait éviter de retirer un corps étranger cornéen si on suspecte qu'il peut être perforant et si on n'est pas équipé suffisamment en chirurgie, risque de fuite dumeraqueuse. Tout à fait. Là, ce que je vous ai montré, c'était que des corps étrangers superficiels ou qui étaient dans le stroma antérieur. Donc là, pas de souci, hein, vous l'enlevez. Et ensuite, vous pouvez cautériser. Ou alors, si vous l'avez vu, je vous ai montré, on peut faire une greffe de conjonctive si c'est profond. Et en effet, si votre corps étranger est perforant, vous avez un risque en retirant le corps étranger d'avoir une fuite dumeraqueuse. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de faire une petite greffe de conjonctive ou un petit lambeau cornéen, une petite transposition cornéosclérale. C'est intéressant pour reboucher l'ulcère. Donc, pour répondre à Romain, ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, si vous avez l'impression que c'est perforant, il vaut mieux pas le retirer. C'est risqué. Merci Caroline T. Traitement durant la tarsographie. Oui, Anastasia, je continue pendant la tarsographie les traitements locaux que je vous ai montrés. Parce que, alors, pas tous, mais au moins le traitement antibiotique. Parce que je considère qu'il y a toujours quand même, en théorie, je pense, un petit passage, surtout sur des collyres antibiotiques qui sont assez pénétrants. Ça peut être intéressant de le conserver, au moins pour avoir un effet antibiotique en superficie. Merci Luc. L'antibiotique général est-elle utile? Alors oui, l'antibiotique, c'est vrai que je ne l'ai pas cité parce que je ne le fais pas systématiquement. Je le fais souvent associé à la chirurgie. Donc, comme je vous l'ai dit que j'opérais beaucoup les ulcères graves, les ulcères profonds, surinfectés, je fais l'antibiothérapie en même temps. Après, si vous êtes sur un traitement non chirurgical, si l'ulcère est grave et infecté,
avec des ulcères à collagénase, que vous faites par exemple du sérum autologue ou que vous faites des antibiotiques renforcés en local. Vous pouvez aussi ajouter l'antibiothérapie par voie générale. C'est intéressant. Merci Joël. Ben voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On est resté tard, ça me fait plaisir, ça veut dire que ça vous a intéressé. Je vous laisse reprendre vos consultations. Merci beaucoup, vraiment, vous avez été super nombreux, plus de 400 aujourd'hui en live en même temps, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de continuer. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les envoyer, si vous voulez voir des sujets traités. Merci à tous vos remerciements. Voilà, pratico-pratique, ouais, c'est ce que j'essaye de faire. On me demande sur quel tube pour le sérum, tube sec, tout simplement. Et voilà, on va essayer de reprendre le rythme d'une fois tous les 3 mois. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, merci pour toutes vos questions. Le live, enfin la présentation va être en replay et on va essayer de vous envoyer la présentation avec les films vidéo. Merci et à bientôt. Au revoir.